Les cigales se taisent enfin dans la chaleur écrasante de cette fin d'août provençale. Sur la route poussiéreuse qui serpente entre les collines arides près d'Apt, une femme marche d'un pas déterminé, tenant fermement les mains de 2 enfants. Margot Dubois n'a plus rien, ni argent, ni toit, ni l'homme qui lui avait promis une nouvelle vie dans ce coin perdu de France. Ce matin même, Laurent Mercier, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, avait chargé ses affaires dans une carriole et lui avait annoncé d'une voix froide « Je pars seul. Trouve-toi un travail, débrouille-toi. » Puis il était parti vers Marseille, laissant derrière lui cette femme et ses 2 enfants qui n'étaient même pas les siens, mais qu'elle avait élevés seuls depuis la mort de leur mère. Margot serre dans sa main libre un petit baluchon contenant leurs dernières affaires, quelques vêtements, un morceau de pain dur et ce ruban de lin brodé, A.L. M, qu'elle garde précieusement. Laurent Mercier. Les initiales de celui qui vient de briser sa vie pour la seconde fois. « Maman, j'ai soif !» murmure le petit Émile, ses joues roses par la chaleur. « Bientôt, mon cœur. »« Nous allons trouver de l'eau !» répond Margot en caressant ses cheveux blonds. Jules, le grand frère de 8 ans, observe sa mère avec inquiétude. Il comprend que quelque chose de terrible s'est passé, mais n'ose pas poser de questions. Depuis ce matin, le visage de maman est différent, durci par une détermination qu'il ne lui connaissait pas. Au loin, un bruit de roues sur les cailloux attire leur attention. Une étrange procession apparaît dans la lumière dorée du couchant. 3 roulottes tirées par des chevaux fatigués, suivies d'hommes et de femmes aux vêtements colorés mais poussiéreux. Des saltimbanques, ces gens du voyage qui parcourent les villages pour vendre leurs marchandises et divertir les foules. À la tête du convoi marche un homme d'une 40aine d'années, grand et élancé, au regard perçant. Henri Monclerc, bien que personne ne connaisse son vrai nom, dirige ce petit groupe de marginaux avec l'autorité naturelle de celui qui est né pour commander. Mais sous ses habits de camelot se cache un secret rongeur. Il était autrefois propriétaire de prestigieux vignobles à Bordeaux, jusqu'au jour où Laurent Mercier, son frère adoptif, l'a ruiné en s'enfuyant avec l'argent et les titres de propriété. Depuis 2 ans, Henri parcourt les routes du sud de la France sous cette fausse identité, cherchant des traces de Laurent. Il sait que le traître se cache quelque part dans cette région, vivant probablement sous un autre nom. Ce qu'il ignore, c'est que l'homme qu'il traque vient justement d'abandonner une femme et 2 enfants sur cette même route. Margot s'avance vers la caravane, le cœur battant mais la tête haute. Elle ne m'en dira pas. Elle a sa fierté et ses bras pour travailler. « Monsieur !» appelle-t-elle d'une voix claire, « je cherche du travail. Je sais coudre, cuisiner, soigner. J'ai 2 enfants sages qui ne vous causeront aucun ennui. » Henri s'arrête et l'observe attentivement. Cette femme dégage quelque chose de différent, une dignité naturelle qui détonne avec sa situation précaire. Ses vêtements sont simples mais propres, ses cheveux bruns tirés en un chignon impeccable, malgré la chaleur et la poussière. « D'où venez-vous » demande-t-il, intrigué par cet accent du Nord qu'il reconnaît. « De nulle part, maintenant » répond Margot sans baisser les yeux. « Mon compagnon m'a abandonné ce matin. Je ne demande pas la charité, monsieur. Je demande une chance de gagner notre pain. » Rosalie, une femme robuste aux cheveux grisonnants, s'approche et examine Margot avec un mélange de méfiance et de compassion féminine. « Qu'est-ce que tu sais faire, au juste » interroge-t-elle d'un ton bourru, mais pas hostile. « J'y étais institutrice avant d'avoir les enfants. Je sais lire, écrire, compter. Je peux enseigner aux petits des villages. Je cuisine bien. Ma grand-mère m'a appris les recettes du Nord. Et puis, regardez. » Margot sort de son baluchon une petite pièce de tissu magnifiquement reprisée, au point si fin qu'il semble invisible. « Je raccommode, je brode, je transforme le vieux en neuf. » Henri observe les 2 enfants qui se serrent contre leur mère. Le plus grand, Jules, le regarde droit dans les yeux sans peur, tandis que le petit Émile s'accroche timidement au jupon maternel. Quelque chose dans ce tableau le touche, peut-être parce qu'il pense à sa propre enfance d'orphelin, recueilli par la famille Mercier. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il. « Margot Dubois, et voici Jules et Émile. » Le nom ne lui dit rien, mais Henri remarque la façon dont elle a hésité avant de dire « Dubois ». Un nom d'emprunt, probablement. Baptiste, le vieil accordéoniste de la troupe, s'approche en boitillant. « Patron, on ne peut pas les laisser là. Le Mistral va se lever ce soir et avec les enfants. » Henri réfléchit rapidement. La caravane a besoin de quelqu'un qui sache vraiment coudre. Leurs vêtements tombent en lambeaux.
Et cette femme pourrait effectivement leur apporter une respectabilité dans les villages où ils s'arrêtent. Très bien, décide-t-il finalement. Vous voyagerez avec nous. Mais je préviens, nous ne sommes pas une œuvre de charité. Vous travaillerez dur pour gagner votre place. Ah merci, souffle Margot, et pour la première fois depuis le matin, ses épaules se relâchent légèrement. Rosalie lui fait signe de la suivre vers la dernière roulotte. Tu coucheras là avec les petits. Demain, on verra ce que tu vaux vraiment. Alors que le soleil disparaît derrière les collines de Provence, la caravane reprend sa route. Margot marche aux côtés de la roulotte, Jules et Émile endormis à l'intérieur sur un tas de couvertures rugueuses mais propres. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de croiser le chemin de l'homme qui cherche désespérément celui qui l'a trahi. Elle ne sait pas que cette rencontre sur une route poussiéreuse va changer le cours de 3 destinées. Dans la nuit provençale qui tombe, seul le bruit des roues sur les pierres accompagne les pensées tumultueuses de 2 cœurs blessés qui commencent, sans le savoir, leur lent chemin vers la guérison. L'aube se lève sur les collines de Provence dans un camailleux d'or et de roses. La caravane s'est arrêtée pour la nuit près d'une source claire, à l'ombre de quelques chênes verts. Margot se réveille avant les autres, habituée aux levers matinaux de son ancienne vie d'institutrice. Ses fils dorment encore, blottis contre elle sur la paillasse rustique que Rosalie leur a préparée. Elle sort discrètement de la roulotte et découvre Henri déjà debout, observant l'horizon d'un air pensif. Dans la lumière douce du matin, elle remarque pour la première fois les rides de préoccupation qui marquent son visage. Les mains soignées qui trahissent une éducation bourgeoise malgré ses vêtements de saltimbanque. « Bonjour » murmure-t-elle pour ne pas réveiller les autres. Il se retourne, surpris. « Vous êtes matinale, Madame Dubois. »« Les habitudes d'institutrice » répond-elle simplement. « Puis-je vous aider à préparer le petit déjeuner ?» Henri l'observe avec curiosité. La plupart des femmes qui rejoignent leur groupe par nécessité se plaignent, pleurnichent ou tentent de séduire pour s'assurer une protection. Celle-ci offre son aide avec la même simplicité qu'elle respire. « La cuisine, c'est le domaine de Baptiste », dit-il en désignant le vieil homme qui attise déjà le feu. « Mais vous pouvez l'aider. » Margot s'approche du vieux saltimbanque qui prépare une bouillie d'avoine dans un grand chaudron noir de suie. « Permettez-moi, » dit-elle en examinant les maigres ingrédients disponibles. Baptiste hausse les épaules avec bienveillance. « Fais donc, ma belle. Tu ne peux pas faire pire que moi. » Margot retrousse ses manches et se met au travail. Dans le baluchon qu'elle a sauvé de son ancienne vie, elle sort quelques herbes séchées, thym, romarin, sauge, qu'elle avait cueillies dans son ancien jardin. Elle les incorpore délicatement à la bouillie, ajoute une pincée de sel et, miracle, transforme le gruau fade en un petit déjeuner parfumé qui embaume tout le campement. L'odeur réveille progressivement les autres membres de la caravane. Rosalie sort de sa roulotte en grognant, mais son visage s'adoucit quand elle hume l'air matinal. « Tiens donc, » marmonne-t-elle, « on dirait que la nouvelle s'est cuisinée. » Les enfants de Margot émergent à leur tour, Jules tenant fermement la main de son petit frère. Émile regarde autour de lui avec des yeux écarquillés, encore intimidé par ces visages inconnus et cette vie si différente de celle qu'il connaissait. « Maman, où est papa Laurent ?» demande-t-il de sa petite voix claire. Un silence gêné s'abat sur le groupe. Margot sent tous les regards converger vers elle. Elle s'agenouille devant son fils cadet et lui caresse doucement les cheveux. « Papa Laurent a dû partir pour son travail, mon cœur. Nous allons voyager avec ces gentilles personnes. » Henri observe cette scène avec une attention particulière. Le nom Laurent résonne étrangement à ses oreilles. Mais c'est un prénom si commun. Il ne peut pas encore établir de lien avec l'homme qu'il cherche. Jules, plus perspicace que son frère, comprend que sa mère leur cache quelque chose. Il s'approche d'Henri avec cette curiosité directe des enfants. « Monsieur, vous êtes le chef de la caravane ?»« En quelque sorte, » répond Henri, amusé par l'aplomb du garçonnet. « Alors vous pouvez nous protéger, maman et nous ?» Cette question, posée avec tant de sérieux par cet enfant de 8 ans, touche Henri plus qu'il ne voudrait l'admettre. Il pose une main ferme sur l'épaule de Jules. « Tant que vous voyagerez avec nous, vous serez en sécurité. » La journée commence véritablement quand la caravane se remet en route vers le village de Manosque, où ils espèrent vendre leurs marchandises au marché hebdomadaire. Margot marche aux côtés des roulottes, observant attentivement le fonctionnement de ce petit monde ambulant. Il y a Rosalie, l'ancienne couturière devenue vendeuse de tissus et de dentelles, qui cache un cœur tendre sous ses manières bourrues.
Baptiste, le musicien philosophe qui connaît tous les secrets de la route. Augustin, un jeune homme d'une vingtaine d'années, orphelin recueilli par Henri, qui sculpte de petits objets en bois avec un talent remarquable. Et Céleste, une femme de âge mûr aux cheveux blancs, herboriste et guérisseuse, qui prépare des remèdes avec les plantes sauvages qu'elle cueille le long du chemin. Chacun a sa place, son rôle, sa raison d'être là. Margot se demande quelle sera la sienne. Vers midi, sous un soleil de plomb, la caravane fait halte à l'ombre d'un platane centenaire. C'est là que Margot va passer sa première véritable épreuve. Rosalie sort de sa roulotte un panier plein de vêtements troués, déchirés, tachés. « Voyons ce que tu vaux vraiment », dit-elle en déversant le contenu devant Margot. « Si tu arrives à rendre ça présentable d'ici ce soir, tu auras prouvé que tu mérites ta place. » Margot examine les dégâts. Une chemise d'homme avec un grand accroc au coude, une robe de femme dont l'ourlet s'effiloche, un pantalon rapiécé de partout, des bas troués. Un défi de taille. Elle s'installe à l'ombre, sort de son baluchon son nécessaire de couture, une petite boîte en bois contenant aiguilles, fils de différentes couleurs, dés à coudre, petits ciseaux. Ses mains se mettent au travail avec une précision de chirurgien. Jules et Émile jouent non loin d'elle sous l'œil bienveillant de Baptiste, qui leur apprend à siffler des airs provençaux. Henri, lui, observe Margot travailler. Il est fasciné par l'habileté de ses doigts, la concentration sereine de son visage, la façon dont elle transforme méthodiquement chaque pièce abîmée en vêtements respectables. « Où avez-vous appris à coudre ainsi ?» demande-t-il en s'approchant. « Ah, ma grand-mère » répond Margot sans lever les yeux de son ouvrage. Elle disait toujours « Une femme qui sait raccommoder peut raccommoder bien plus que des tissus. » Cette phrase résonne étrangement dans l'esprit d'Henri. Lui aussi a besoin de raccommoder quelque chose, sa vie brisée par la trahison. L'après-midi avance. Margot travaille sans relâche, transformant petit à petit le tas de haillons en garde-robe présentable. Mais c'est quand elle s'attaque à la chemise d'Henri, car c'est la sienne, cette chemise aux coudes déchirés, qu'elle révèle tout son talent. Au lieu de simplement coudre une pièce disgracieuse, elle défait entièrement la manche, la retaille, la recompose avec une élégance qui transforme la réparation en ornement. Quand elle a terminé, la chemise semble sortir d'un atelier de grand couturier. « Extraordinaire !» murmure Henri en examinant son vêtement. « Oh, vous n'êtes pas qu'une couturière, vous êtes une artiste !» Margot rougit légèrement. Cela fait si longtemps qu'on ne lui a pas fait de compliments. « J'aime réparer les choses cassées », dit-elle simplement. Le soir tombe quand elle termine sa tâche. Rosalie examine minutieusement chaque pièce, cherchant la faille, le défaut qui justifierait un refus. Mais elle ne trouve rien à redire. Au contraire, « Bon sang !» grommelle-t-elle, mais son ton trahit son admiration. « Je n'ai jamais vu un travail si fin. Tu as ta place parmi nous, ma fille ?» Cette approbation réchauffe le cœur de Margot plus qu'elle ne voudrait l'avouer. Pour la première fois depuis l'abandon de Laurent, elle se sent utile, valorisée. Le repas du soir, préparé une fois encore par Margot avec les maigres provisions disponibles, achève de convaincre tout le monde. Elle a transformé quelques légumes fatigués et un morceau de lard en un ragoût savoureux qui rappelle à chacun les plats de son enfance. « Demain, nous arrivons à Manosque », annonce Henri alors qu'ils sont tous assis autour du feu. « C'est là que nous verrons si votre présence nous porte chance. » Margot hoche la tête, déterminée à prouver sa valeur. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Manosque va lui réserver une surprise de taille, car dans ce petit village provençal, quelqu'un la reconnaîtra. Quelqu'un qui connaît son véritable nom et son histoire avec Laurent Mercier. Quelqu'un qui pourrait bien changer le cours de sa nouvelle vie avant même qu'elle ait vraiment commencé. Cette nuit-là, sous les étoiles de Provence, Margot s'endort pour la première fois depuis des mois, avec un sentiment d'espoir. Elle ne sait pas encore que le destin lui prépare une épreuve bien plus redoutable que de raccommoder des vêtements. Le marché de Manosque étend comme un tapis multicolore sur la place principale du village, dans l'ombre de l'église Notre-Dame de Romigier. Les cloches viennent de sonner 8 heures quand la caravane d'Henri pénètre dans les ruelles pavées, les roues des roulottes résonnant sur les pierres usées par des siècles de passage. Margot marche en tête avec Henri, portant Émile qui s'est endormi contre son épaule, tandis que Jules trotte à ses côtés, les yeux écarquillés par cette agitation matinale. L'air embaume déjà les herbes de Provence.
Le pain chaud et cette odeur particulière des marchés du midi, un mélange de lavande, d'ail et de sueur humaine sous le soleil. « Nous nous installons là », décide Henri en désignant un emplacement libre entre un marchand de fromage de chèvre et une vieille femme qui vend des santons d'argile. « Margot, vous pourrez exposer vos raccommodages avec Rosalie. Les enfants restent près de vous. » Et Margot acquiesce, reconnaissante de cette confiance. Depuis hier soir, elle sent que quelque chose a changé dans le regard d'Henri à son égard. Plus de méfiance, mais une curiosité bienveillante, presque protectrice. Rapidement, chacun trouve sa place. Baptiste s'installe avec son accordéon près de la fontaine pour attirer les badauds. Augustin dispose ses sculptures de bois sur un tapis bariolé. Céleste étale ses sachets d'herbes médicinales avec des étiquettes manuscrites promettant 1000 guérisons. Et Rosalie, aidée de Margot, déploie les tissus réparés qui brillent comme neufs sous le soleil matinal. « Tu vois cette chemise ?» chuchote Rosalie en montrant le vêtement d'Henri que Margot a transformé. « Je parie qu'on va la vendre 3 fois son prix. Les bourgeoises du village vont se l'arracher. » Margot sourit, flattée mais inquiète. Elle n'a pas l'habitude qu'on vende son travail. Dans son ancienne vie, elle raccommodait par nécessité, pas par rare. Les premières clientes approchent, des femmes du village au tablier immaculé, méfiantes mais curieuses de ces nouveautés. Margot se tient en retrait, laissant Rosalie mener les négociations avec cette verve commerciale qu'elle admire. C'est alors qu'une voix la fait sursauter. « Marguerite, Marguerite Beaumont, c'est bien toi !» Margot se retourne et se fige. Devant elle se tient Madame Françoise Duval, l'ancienne directrice de l'école où elle enseignait, il y a 4 ans, dans le petit village de Sisteron. Une femme sèche aux cheveux gris, tirés en chignon strict, au regard perçant derrière ses lunettes cerclées de fer. « Bonjour, Madame Duval », balbutie Margot, sentant ses joues s'empourprer. « Marguerite Beaumont », répète la directrice d'un ton où se mêlent surprise et réprobation. « Que fais-tu ici, dans cet accoutrement ?»« Chut !» Margot baisse instinctivement les yeux sur sa robe simple, ses mains tachées par les teintures, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Elle ressemble si peu à l'institutrice irréprochable qu'elle était autrefois. Henri, qui supervise l'installation d'Augustin non loin de là, tend l'oreille sans en avoir l'air. Ce nom, Marguerite Beaumont, ne correspond pas à celui qu'elle lui a donné. Pourquoi ment-elle sur son identité? Je voyage maintenant, répond Margot d'une voix mal assurée. Avec ses saltimbanques? La directrice jette un regard méprisant sur la caravane. Et ses enfants? Je ne me souviens pas que tu aies eu des enfants quand tu enseignais chez nous. Jules s'approche instinctivement de sa mère, sentant l'hostilité dans la voix de cette femme. Émile, réveillé par les éclats de voix, se frotte les yeux en observant l'inconnu avec méfiance. « Ah, ce sont mes fils !» dit Margot en posant instinctivement ses mains sur les épaules des enfants. « Tess Fields ?» La directrice hausse un sourcil sceptique. « Tu as bien changé, ma pauvre Marguerite, toi qui étais si respectable, si prometteuse. Qu'est-ce qui t'a mené à cette déchéance ?» Le mot « déchéance » claque comme une gifle. Margot sent la honte l'envahir, cette honte qui la ronge depuis l'abandon de Laurent. Autour d'elle, quelques clientes se sont arrêtées, attirées par elle, éclat de voix. Le petit monde du marché aime les ragots, surtout quand ils concernent une chute sociale. Henri s'approche discrètement, feignant d'examiner les marchandises de Rosalie tout en tendant l'oreille. « Je vous prie de m'excuser », murmure Margot, tentant de s'éloigner. Mais Madame Duval la retient par le bras. « Attends donc, j'ai quelque chose à te dire. » Elle baisse la voix, mais pas assez pour qu'Henri ne l'entende pas. « Figure-toi que Laurent Mercier est passé au village il y a quelques jours. Tu sais, ce marchand de vin qui t'avait tourné la tête à l'époque. Il m'a demandé si j'avais de tes nouvelles. » Le sang de Margot se glace. Laurent à Sisteron. Pourquoi? Il avait l'air prospère, continue la directrice avec une pointe de malice cruelle. Belle voiture, beaux habits. Il m'a dit qu'il cherchait une propriété dans la région. Apparemment, il a fait fortune dans le commerce du vin. Il a même mentionné qu'il comptait se remarier bientôt avec une veuve de Marseille. Fortune considérable, paraît-il. Chaque mot est un coup de poignard. Margot vacille légèrement, mais se force à garder la tête haute devant ses enfants. Henri, lui, sent son cœur s'emballer. Laurent Mercier. Le nom de son traître, prononcé ici, dans ce marché provençal. Et cette femme, Marguerite ou Margot,
reconnaît visiblement cet homme. Le puzzle commence à prendre forme dans son esprit. Je vous remercie de l'information, parvient à articuler Margot. Il m'a aussi parlé de 2 enfants qu'il a dû abandonner, ajoute cruellement Madame Duval. Il y a eu une femme qui, était entichée de lui et qui voulait absolument jouer à la maman avec les orphelins du village. Tu ne saurais pas de qui il s'agit, par hasard? Cette fois, c'en est trop. Les larmes montent aux yeux de Margot, mais elle refuse de craquer devant cette femme, devant les badauds, devant ses enfants. « Ah maman !» Jules tire sur sa jupe, inquiet. C'est Henri qui intervient, surgissant soudain aux côtés de Margot avec l'autorité naturelle du chef de caravane. « Madame, dit-il à la directrice d'un ton poli mais ferme, vous dérangez notre clientèle. Je vous prie de bien vouloir circuler. » Madame Duval le toise avec dédain. « Et vous êtes ?»« Ah, le responsable de ces gens, » répond Henri sans se démonter. « Et Madame Dubois est sous ma protection. Il y a quelque chose dans sa voix, dans sa posture, qui dissuade la directrice d'insister. » Elle hausse les épaules avec mépris. « Vraiment, Marguerite, tu t'es bien mal entourée. » Won-El ajuste ses lunettes et s'éloigne en marmonnant des reproches sur la jeunesse d'aujourd'hui qui ne respecte plus rien. Un silence gêné s'abat sur le petit groupe. Margot tremble légèrement, bouleversée par cette rencontre inattendue. Henri l'observe avec une attention nouvelle. Les pièces du puzzle s'assemblent dans sa tête. Cette femme connaît Laurent Mercier, elle a menti sur son nom, elle voyage avec 2 enfants que Laurent a abandonnés. « Les enfants, dit-il doucement. Allez donc voir Baptiste. Il va vous apprendre une nouvelle chanson. » Jules hésite, peu désireux de laisser sa mère dans cet état, mais Émile tire déjà sur sa manche, attiré par la musique de l'accordéon. Quand ils sont seuls, Henri se tourne vers Margot. « Marguerite Beaumont, dit-il simplement. Elle ferme les yeux, sachant que le mensonge ne sert plus à rien. « Oui, murmure-t-elle. C'est mon vrai nom. Margot était le surnom que me donnait Laurent. Laurent Mercier, ce n'est pas une question. Henri connaît déjà la réponse. « Vous le connaissez ?» demande-t-elle, surprise par la dureté soudaine de sa voix. Henri la regarde longuement, pesant ses mots. Doit-il révéler maintenant qu'il cherche cet homme depuis 2 ans? Que Laurent Mercier a détruit sa vie comme il a détruit la sienne? Que les enfants qu'elle élève avec tant d'amour sont les fils de son pire ennemi? Oui, dit-il finalement. Je le connais, mais il ne dit pas comment. Pas encore, car il vient de comprendre que cette femme et ses enfants sont peut-être sa chance de retrouver enfin Laurent Mercier. Et aussi, troublant, sa chance de découvrir que la vengeance peut parfois prendre des visages inattendus. La journée au marché continue, mais quelque chose a irrémédiablement changé entre eux. Henri observe Margot avec des yeux nouveaux, partagés entre la méfiance et une compassion grandissante. Car si elle est liée à son ennemi, elle en est aussi la victime. Et les enfants, ces innocents qu'il appelle « maman », sans savoir que leur vrai père est l'homme qui a détruit la vie de celui qui les protège maintenant. Le destin tisse parfois de étranges toiles dans les marchés de Provence. 3 semaines ont passé depuis le marché de Manosque et la caravane suit maintenant les routes sinueuses qui mènent vers Forcalquier. L'automne s'installe dans la Provence avec ses couleurs cuivrées et ses matins plus frais. Les feuilles des platanes commencent à jaunir et l'air porte cette senteur particulière de terre humide et de châtaignes grillées. Margot a trouvé sa place dans ce petit monde ambulant. Ses talents de couturière lui ont valu une réputation qui dépasse maintenant les limites de la caravane. Dans chaque village, des femmes l'attendent avec leurs vêtements à réparer, leurs ourlets à retoucher. Jules aide Augustin à sculpter de petits jouets en bois qu'ils vendent aux enfants des villages, tandis qu'Émile a développé une complicité touchante avec Baptiste, qui lui apprend à jouer de l'harmonica. Mais entre Henri et Margot, une tension nouvelle s'est installée depuis les révélations du marché. Ils se parlent avec une politesse prudente, s'observent à la dérobée, chacun soupçonnant l'autre de cacher des secrets importants. Henri n'a toujours pas révélé pourquoi il connaît Laurent Mercier, et Margot sent bien qu'il y a dans ses yeux une méfiance qui n'existait pas auparavant. Ce matin-là, le ciel bas et gris annonce l'orage. Le Mistral commence à souffler entre les collines, soulevant la poussière et faisant claquer les bâches des roulottes. Céleste, qui connaît tous les signes de la nature, prédit une tempête violente avant la nuit. « Il faut trouver un abri solide », annonce Henri en scrutant l'horizon menaçant. « Nous ne pourrons pas rester à la belle étoile ce soir. La caravane presse le pas, mais à midi, les premières gouttes commencent à tomber.
Grosse, chaude, elle s'écrase sur la terre sèche en soulevant de petits nuages de poussière. En quelques minutes, l'averse se transforme en déluge. C'est Jules qui aperçoit le premier le refuge providentiel, une vieille bergerie abandonnée, nichée dans un repli de la colline, ses murs de pierre blonde encore solides, malgré les années d'abandon. Le toit de tuiles rouges a quelques trous, mais l'ensemble peut abriter hommes et bêtes. « Là-bas !» crie-t-il en pointant du doigt, ses cheveux bruns plaqués sur son front par la pluie. Rapidement, la petite troupe se précipite vers l'abri. Les chevaux sont dételés et mis à l'abri dans l'ancienne étable attenante. Chacun transporte ce qu'il peut sauver des intempéries, couvertures, provisions, instruments de musique. En quelques minutes, ils sont tous trempés jusqu'aux os. Margot serre Émile contre elle, le petit garçon grelottant dans ses vêtements mouillés. Henri observe cette scène avec une émotion qu'il tente de maîtriser. Cette femme qui protège instinctivement cet enfant qui n'est pas le sien, avec une tendresse si naturelle. « Il faut faire du feu », décide-t-il en désignant l'ancienne cheminée de la bergerie. « Nous allons tous tomber malades sinon. » Augustin et Jules partent chercher du bois sec sous l'auvent qui protège encore l'ancien four à pain. Baptiste fouille dans ses affaires pour trouver de quoi allumer un feu. Rosalie et Céleste étendent les couvertures mouillées pour tenter de les faire sécher. Mais Henri, en s'activant pour préparer le foyer, sent soudain sa tête tourner. La fatigue des dernières semaines, les nuits courtes, l'inquiétude constante qui le ronge depuis qu'il sait que Laurent Mercier rôde dans la région, tout se conjugue pour l'affaiblir. Il chancelle et doit s'appuyer contre le mur de pierre. Henri, Margot accourt vers lui, oubliant dans son élan la distance prudente qu'elle maintient avec lui depuis Manosque. « Ce n'est rien, » murmure-t-il, mais sa voix manque de conviction. « Ah, vous êtes brûlant de fièvre !» constate-t-elle en posant instinctivement sa main sur son front. « Rosalie, aidez-moi à l'installer près du feu. » En quelques minutes, Henri se retrouve allongé sur une paillasse, grelottant malgré la fièvre qui le consume. La tempête fait rage au dehors, le vent siffle dans les interstices de la bergerie et la pluie tambourine sur les tuiles comme une percussion infernale. C'est Margot qui prend naturellement les choses en main. Elle envoie Céleste préparer une tisane de saule blanc pour faire baisser la fièvre. Demande à Rosalie de faire chauffer de l'eau. Installe les enfants dans un coin sec avec Baptiste qui leur raconte des histoires pour les distraire de l'angoisse ambiante. Puis elle s'assoit au chevet d'Henri, un linge humide à la main pour rafraîchir son front brûlant. « Ah, pourquoi faites-vous cela ?» murmure-t-il dans un moment de lucidité. « Parce que c'est ce qu'on fait, » répond-elle simplement. « On s'occupe de ceux qui nous protègent. » Henri ferme les yeux. Cette femme qu'il soupçonnait il y a encore quelques heures d'être peut-être complice de Laurent, cette femme qui lui a menti sur son identité, le soigne maintenant avec une douceur qui le bouleverse. La nuit tombe sur la Provence en furie. La fièvre d'Henri monte et redescend par vagues. Dans ces moments de délire, il marmonne des phrases incohérentes qui intriguent Margot. Il parle de vignoble, de trahison, de justice. Elle ne comprend pas tout, mais devine une souffrance profonde, une blessure qui ne s'est jamais refermée. « Les vignes, mes vignes de Bordeaux », murmure-t-il vers minuit, en proie à des cauchemars fébriles. Margot sursaute. « Bordeaux ? Henri propriétaire de vignoble ? » Cela expliquerait ses manières distinguées, cette autorité naturelle qu'elle lui a toujours connue. « Henri, il m'a tout pris, tout. Laurent. » Le nom sort de ses lèvres comme une malédiction. Cette fois, Margot comprend. Le puzzle se reconstitue dans son esprit. Henri connaît Laurent non pas comme un ami, mais comme un ennemi. Laurent lui a fait du mal, à lui aussi. « Ah, chut !» murmure-t-elle, en caressant doucement ses cheveux trempés de sueur. « Reposez-vous. Tout va bien maintenant. » Vers 3 heures du matin, la fièvre casse enfin. Henri ouvre les yeux, l'esprit plus clair. Il découvre Margot assise à son chevet, veillant sur son sommeil avec la vigilance d'une mère. Son visage est marqué par la fatigue, mais ses yeux noisettes le regardent avec une tendresse qui le trouble. « Vous avez parlé pendant votre fièvre, » dit-elle doucement. « Vous avez parlé de Laurent. » Henri se redresse péniblement, soudain conscient de ce qu'il a pu révéler. « Ah, qu'est-ce que j'ai dit ?» Assez pour comprendre qu'il vous a fait du mal, à vous aussi. Un long silence s'installe entre eux. Au dehors, la tempête se calme progressivement. On n'entend plus que le clapotis de la pluie sur les tuiles et la respiration paisible des autres dormeurs. « Il était mon frère adoptif », finit par avouer Henri. « Je l'ai recueilli quand nous étions enfants.
Mes parents l'ont élevé comme leur propre fils. Je lui ai fait confiance, je l'ai associé à mes affaires. Et il vous a trahi, complète Margot. Il est parti un matin avec tout l'argent, tous les titres de propriété, tous les contacts commerciaux. Il m'a laissé ruiné, déshonoré. Depuis 2 ans, je le cherche pour récupérer ce qui m'appartient. Margot absorbe cette révélation. Ainsi, Laurent n'a pas seulement brisé sa vie à elle, il a détruit celle d'Henri également. Et maintenant, le destin les a réunis, elle et cet homme qu'elle commence à... Non, elle refuse de penser à ces sentiments qui naissent malgré elle. Les enfants, murmure Henri. S'ils sont vraiment de lui? Oui, leur mère est morte en couche avec Émile. Laurent m'a demandé de l'aider à les élever. J'ai accepté parce que je l'aimais et parce que ces petits avaient besoin d'une mère. Et maintenant? Maintenant, ils sont mes fils. Laurent les a abandonnés comme il nous a abandonnés tous. Mais eux, au moins, ils ont trouvé une famille. Henri la regarde avec une émotion nouvelle. Cette femme a recueilli les enfants de son ennemi et les aime comme s'ils étaient nés de sa chair. Cette générosité, cette capacité à pardonner et à aimer malgré la trahison, le bouleverse. Margot, dit-il en utilisant pour la première fois le prénom qu'elle préfère. Je vous demande pardon pour mes soupçons, pour ma méfiance. Et moi, je vous demande pardon pour mes mensonges, répond-elle. J'avais peur que si vous saviez qui J était vraiment, je vous aurais jugé? Non, jamais. Leurs mains se frôlent dans l'obscurité. Un contact bref, mais qui dit plus que tous les mots. L'aube se lève enfin sur la Provence lavée par l'orage. Le ciel est éclairci, les premiers rayons de soleil percent les nuages, et l'air embaume la terre mouillée et les herbes rafraîchies. Henri va mieux. La fièvre est tombée, et avec elle, les dernières barrières entre lui et Margot. Ils ont partagé leurs secrets les plus douloureux, leurs blessures les plus profondes. Et dans cette bergerie abandonnée, sous les regards innocents de Jules et Émile qui dorment encore, quelque chose de nouveau commence à naître. Quelque chose qui ressemble à l'espoir de 2 cœurs blessés qui découvrent qu'ils peuvent peut-être, ensemble, panser leurs plaies et construire un avenir différent. Mais Laurent Mercier rôde toujours quelque part dans cette Provence dorée. Et leur histoire commune n'est pas terminée. L'hiver s'installe doucement dans les montagnes de Vaucluse. La caravane a trouvé refuge pour quelques semaines dans un hameau oublié près de Sceaux, où les habitants, touchés par l'histoire de Margot et de ses enfants, ont proposé des granges chauffées en échange de menus services. Jules a installé un petit atelier de menuiserie dans une remise où il fabrique des jouets et des ustensiles que les villageois s'arrachent. Émile, maintenant âgé de 6 ans, aide Baptiste à réparer les instruments de musique des fermiers du coin. Henri et Margot se sont rapprochés depuis la nuit de la tempête. Ils ne parlent pas d'amour, les blessures sont encore trop fraîches, mais une complicité profonde s'est nouée entre eux. Il la regarde coudre le soir à la lueur des chandelles, elle observe sa façon de protéger naturellement ses enfants, et tous deux sentent naître quelque chose de précieux qu'ils n'osent pas encore nommer. Ce matin de décembre, alors que le givre dessine des dentelles sur les vitres de la grange, un événement inattendu va bouleverser leur existence. Un vieil homme se présente à la porte de leur refuge, maître Bonnefoy, notaire à Apt, la barbe blanche soigneusement taillée, le manteau de drap noir poussiéreux par les chemins. Il cherche mademoiselle Marguerite Beaumont, ancienne institutrice de Sisteron. « C'est moi », répond Margot, intriguée et vaguement inquiète. Le notaire fouille dans sa sacoche de cuir et en sort une enveloppe jaunie par le temps. « J'ai une lettre pour vous, mademoiselle. Elle m'a été confiée il y a près de 3 ans par un certain Laurent Mercier, avec instruction de vous la remettre si jamais vous vous manifestiez dans la région. » Le cœur de Margot s'emballe. Henri, qui réparait un harnais non loin de là, s'approche discrètement. « Laurent Mercier vous a confié une lettre pour moi? Il y a 3 ans ?» répète-t-elle, incrédule. « Exactement, mademoiselle. Il semblait tourmenté. Il m'a payé grassement pour que je conserve cette missive et que je la retrouve si jamais vous cherchiez à le recontacter. Il a dit que vous comprendriez quand le moment serait venu. » Margot prend l'enveloppe d'une main tremblante. Son nom est écrit de la belle écriture de Laurent, celle qu'elle connaît si bien pour avoir corrigé tant de lettres commerciales quand ils vivaient ensemble. Le notaire repart après avoir refusé le modeste pourboire qu'Henri lui propose. Margot reste seule avec cette lettre,
n'osant pas l'ouvrir, comme si elle contenait une bombe prête à exploser. « Voulez-vous que je vous laisse » demande Henri avec délicatesse. « Non » répond-elle d'une voix ferme. « Nous n'avons plus de secret l'un pour l'autre. » Elle décachette l'enveloppe et déplie les feuillets de papier vélin. L'écriture de Laurent danse devant ses yeux, puis les mots prennent forme. « Ma chère Margot, si tu lis ces lignes, c'est que tu me cherches, ou que tu as besoin de moi. Je ne sais pas ce qui se sera passé entre nous quand cette lettre te parviendra, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Je ne suis pas l'homme que tu crois. Mon vrai nom n'est pas Laurent Mercier. Je m'appelle Laurent Monclerc, et j'ai un frère, Henri Monclerc, que j'ai trahi de la pire des façons. Si quelque chose m'arrivait, si je disparaissais, il y a un endroit où j'ai caché des documents qui pourraient réparer mes erreurs. Une vieille cave dans les montagnes de Vaucluse, près du village de Gordes. Tu trouveras le chemin en suivant la route qui mène à l'abbaye de Sénanque, puis en prenant le sentier de Muletier qui monte vers les Boris. Après le 3e hameau en ruine, il y a une cave creusée dans la roche, dissimulée derrière un rideau de lierre. J'y ai entreposé les titres de propriété des vignobles de Henri, les contrats, l'argent, tout ce que j'ai volé dans un moment de folie. J'y ai aussi écrit mes confessions, mes remords, mes explications. Margot, je t'ai aimé autant qu'un homme comme moi peut t'aimer, mais j'ai détruit trop de vies pour mériter le bonheur. Si tu lis ceci, c'est peut-être que je ne suis plus là pour réparer mes fautes. Alors fais-le pour moi. Retrouve Henri, rends-lui ce qui lui appartient. Et pardonne-moi si tu le peux. Avec tout mon amour et tous mes regrets, Laurent. Un silence pesant s'abat sur la grange. Margot relit la lettre plusieurs fois, essayant de digérer ses révélations. Henri reste immobile, le visage grave. « Monclerc », murmure-t-il finalement. « Il s'appelle Laurent Monclerc, c'est vraiment mon frère. »« Il regrette », ajoute Margot. « Il a tout gardé pour vous le rendre. » Henri secoue la tête, partagé entre l'amertume et l'espoir. 3 ans, Margot. 3 ans qu'il aurait pu revenir, qu'il aurait pu s'expliquer. Pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'il n'en a plus le courage, ou peut-être... Elle hésite. Peut-être parce qu'il est mort. Cette possibilité les glace tous les deux. Margot pense aux enfants qui ne reverront peut-être jamais leur père, Henri à ce frère qu'il a aimé malgré tout et qu'il ne pourra peut-être jamais affronter. Il faut aller voir cette cave, décide Henri après un long moment de réflexion. Nous irons ensemble, déclare Margot avec une détermination qui le surprend. Et les enfants? Rosalie s'en occupera. Cette histoire nous concerne tous les deux, Henri. Laurent a brisé nos vies à tous les deux. Il est normal que nous la réparions ensemble. 2 jours plus tard, par un matin clair et froid de décembre, Henri et Margot prennent la route vers Gordes. Ils ont emprunté un âne au fermier du village pour porter leurs provisions et leurs outils. Le paysage hivernal de la Provence-Est étend autour d'eux. Collines nues, ponctuées de chênes verts, villages perchés sur leurs pitons rocheux, air pur et cristallin qui porte loin les sons. Ils parlent peu pendant le voyage, chacun perdu dans ses pensées. Margot se demande ce qu'ils vont découvrir dans cette cache secrète. Henri oscille entre l'espoir de récupérer son bien et la peur de découvrir la vérité sur les motivations de Laurent. L'abbaye de Sénanque apparaît dans le lointain, nichée au creux de son vallon, ses pierres blanches contrastant avec la lavande desséchée de l'hiver. Ils suivent les indications de la lettre, le sentier de Muletier, les hameaux en ruine, et enfin, après 3 heures de marche, le rideau de lierre qui dissimule l'entrée d'une cave naturelle. Henri écarte les branches avec précaution. Une ouverture étroite s'ouvre dans la roche calcaire, assez large pour laisser passer un homme. Il allume une lanterne et pénètre le premier dans la cavité. « Mon Dieu !» murmure-t-il. Margot le rejoint et retient son souffle. La cave est aménagée comme un petit bureau secret. Des étagères de pierre supportent des cassettes en bois, des liasses de documents soigneusement classés, des bouteilles de vin couchées dans des niches naturelles, et au centre, sur une table rudimentaire, un épais cahier relié de cuir. Henri s'approche des documents avec des mains tremblantes. Il reconnaît les titres de propriété de ses vignobles, les contrats commerciaux, les actes notariés, tout ce que Laurent a emporté le jour de sa fuite. Margot ouvre le cahier de cuir. C'est le journal de Laurent. Des pages et des pages de confessions, de remords, d'explications. Elle lit à voix haute « 15 mai 1847. Je n'arrive plus à dormir. Henri me fait confiance aveuglément et moi je prépare sa ruine. Mais j'ai trop peur de la faillite,
Trop peur de perdre Margot. Si je prends cet argent, je peux nous sauver tous. 3 juin 1847, c'est fait. J'ai fui comme un lâche. Henri doit me haïr maintenant. Je mérite sa haine. Mais j'ai Margot et les enfants, et c'est tout ce qui compte. 12. Septembre 1849. Margot commence à me poser des questions sur mon passé. Je ne peux plus mentir longtemps. Que dira-t-elle quand elle saura qui je suis vraiment? En 24. Octobre 1849. J'ai installé cette cache. Un jour, il faudra que je répare mes erreurs. Henri mérite de récupérer ce qui lui appartient. Et Margot mérite la vérité. Henri et Margot lisent en silence, page après page, découvrant l'évolution des remords de Laurent, ses tentatives de justification, puis sa résolution croissante de réparer ses fautes. La dernière entrée date d'il y a 6 mois, 15 juin 1850, je vais partir seul. Margot et les enfants méritent mieux qu'un homme comme moi. J'ai prévu de me rendre à Henri, de lui rendre ce que j'ai volé, puis de disparaître pour toujours. Marseille d'abord, pour régler quelques affaires, puis Bordeaux pour affronter mon frère. Si je ne trouve pas le courage, cette cage dira tout à ma place. Il comptait revenir, murmure Margot. Il comptait vous rendre tout cela. Henri examine les cassettes de bois. Elles contiennent non seulement ses documents, mais aussi une forte somme d'argent, plus que ce que Laurent avait volé, avec les intérêts accumulés. Oh, il a tout gardé, constate-t-il avec émotion. Tout. Il n'a rien dépensé pour lui. Soudain, un bruit de pas sur le sentier les fait sursauter. Une silhouette se découpe dans l'entrée de la cave, contre-jour. Un homme grand, amaigri, aux cheveux grisonnants. Une voix familière s'élève, Henri. « Margot, c'est vraiment vous ?» Laurent Moncler se tient devant eux, fantôme de l'homme qu'ils ont connu, marqué par 3 années de remords et de solitude. Ses yeux vont de son frère adoptif à la femme qu'il a abandonnée, puis aux documents étalés sur la table. « Et vous avez trouvé ma cache ?» dit-il simplement. « J'espérais que vous viendriez. » Henri se lève lentement, la main instinctivement posée sur le manche du couteau qu'il porte à sa ceinture. 3 ans de colère remontent à la surface. « Laurent, » dit-il d'une voix blanche. « 3 ans que je te cherche. »« Je sais, » répond Laurent sans baisser les yeux. « Je suis venu pour me rendre, pour réparer. » Margot observe cette confrontation avec le cœur battant. Les 2 frères se font face dans cette cave secrète, tous les secrets enfin révélés, toutes les cartes abattues. L'heure de la vérité a sonné. Dans la pénombre de la cave secrète, le temps semble suspendu. Les 3 destins qui se sont entremêlés dans la douleur se retrouvent enfin face à face dans ce lieu où Laurent a entreposé ses remords et ses tentatives de réparation. Henri observe son frère adoptif avec des yeux où se mélangent colère, tristesse et une émotion plus complexe qu'il refuse encore de nommer. Laurent a vieilli. Ses traits sont creusés par la culpabilité, ses cheveux prématurément blanchis, ses vêtements usés témoignent d'une vie de privation volontaire. « 3 ans, Laurent !» répète Henri d'une voix sourde. « 3 ans à errer comme un vagabond pendant que tu vivais avec mon argent. »« Eh non !» répond Laurent en secouant la tête. « Regarde autour de toi, Henri. Tout est là. Chaque sou, chaque document. Je n'ai rien touché. J'ai vécu de petits métiers, de charité parfois. J'ai voulu mériter mon pardon avant de te demander. » Margot observe cette confrontation fraternelle avec le cœur serré. Elle voit la souffrance des 2 hommes, l'amour blessé qui subsiste malgré la trahison. Car même dans sa colère, Henri n'a pas dégainé son couteau. Même dans sa honte, Laurent n'a pas fui. « Et moi ?» demande-t-elle soudain. « Et les enfants ?» Nous méritons aussi des explications, Laurent. Laurent se tourne vers elle, et elle lit dans ses yeux un amour sincère mais teinté de désespoir. « Margot, ma chérie, tu es la seule chose pure que j'ai jamais eue dans ma vie. »« Toi et les petits, mais comment pouvais-je continuer à vous mentir? Comment pouvais-je bâtir notre bonheur sur le malheur de mon frère? En nous disant la vérité » s'exclame-t-elle. « En nous faisant confiance? J'ai essayé, tant de fois. Mais à chaque fois que je voyais tes yeux, ton sourire, ta confiance, je n'arrivais pas à détruire cela. Je suis un lâche, Margot. Un lâche qui t'aimait trop pour avouer qui il était vraiment. » Henri s'approche de la table où sont étalés tous les documents de sa ruine et de sa possible renaissance. Il examine les chiffres notés de la main de Laurent. Non seulement la restitution intégrale, mais aussi les calculs minutieux des intérêts, des compensations pour les 3 années perdues. « Ah, tu as tout calculé !»
constate-t-il. Jusqu'au dernier franc. Était le minimum. Henri, Laurent cherche ses mots. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner. Je ne te le demande pas. Je veux juste réparer autant que possible, puis disparaître. Vous laissez reconstruire vos vies sans moi. Et Jules, et Émile, intervient Margot. Ce sont tes fils, Laurent. Ils t'aiment. Ils t'attendent. Pour la première fois, Laurent vacille. Ses yeux se remplissent de larmes qu'il tente de retenir. Ils méritent mieux qu'un père comme moi. Ils ont trouvé une vraie mère en toi, Margot. Et maintenant? Il regarde Henri. Maintenant, il pourrait avoir un vrai père. Cette phrase flotte dans l'air comme une bénédiction inattendue. Henri et Margot échangent un regard troublé. Leurs sentiments naissants, qu'ils n'osaient pas s'avouer, viennent d'être mis à nu par celui-là même qui les avait séparés. « Laurent, » dit Henri d'une voix plus douce, « tu es toujours mon frère ?»« Eh non, » répond Laurent en secouant la tête. « Je ne mérite plus ce titre. Et c'est à moi d'en juger. » Henri s'approche encore. « Nous avons été élevés ensemble. Tu m'as sauvé la vie quand nous étions enfants, tu te souviens? Quand je suis tombé dans la rivière près du moulin de papa Montclair ?» Laurent lève les yeux, surpris qu'Henri évoque ce souvenir. « Tu avais 7 ans, j'en avais 9. Tu as plongé sans hésiter pour me sortir de l'eau. Tu as risqué ta vie pour la mienne. Était il y a si longtemps, » murmure Laurent. « L'amour fraternel ne s'efface pas, Laurent. Il se blesse, il se cache, mais il ne meurt pas. » Margot assiste à cette réconciliation avec une émotion profonde. Elle comprend qu'Henri a fait son choix, non pas celui de la vengeance, mais celui du pardon. Et dans ce choix, elle lit la noblesse des âmes de cet homme qu'elle aime désormais sans se mentir. « Que vas-tu faire maintenant ?» demande-t-elle à Laurent. « Je vais partir vers l'Amérique. Recommencer là-bas sous un autre nom. Vous laisser en paix. »« Oh, mais si nous ne voulions pas être en paix sans toi ?» dit Henri soudain. Laurent le regarde sans comprendre. « J'ai une proposition à te faire, frère. Mes vignobles de Bordeaux ont besoin d'être reconstruits. Toi, tu connais le commerce du vin mieux que personne. Margot et les enfants ont besoin de stabilité. Henri, commence Margot, ému par cette générosité inattendue. Attendez, laissez-moi finir. Laurent, tu as payé tes erreurs. 3 ans d'exil, 3 ans de remords, c'est suffisant. Mais je pose mes conditions. Laurent hoche la tête, prêt à accepter n'importe quoi. La première condition, plus jamais de mensonges entre nous. Plus jamais de secrets. Promis. Deuxième condition, tu travailleras sous mes ordres. Tu as perdu le droit d'être associé, mais tu peux redevenir employé. J'accepte. Troisième condition. Henri regarde Margot avec tendresse. Tu acceptes que Margot et moi, que vous soyez heureux ensemble, complète Laurent avec un sourire triste mais sincère. C'est tout ce que je souhaite. Margot mérite d'être aimée par un homme bon. Et toi, Henri, tu mérites d'être aimé en retour. Margot s'approche de Laurent et pose doucement sa main sur son bras. Les enfants auront toujours besoin de leur père. Pas d'un mari pour moi, mais d'un père pour eux. Tu peux être cela, Laurent. Tu peux être leur papa qui revient de voyage. Et l'oncle Henri qui épouse maman, ajoute Laurent avec un sourire plus franc. Ils vont adorer cette histoire. Dans cette cave perdue des montagnes de Vaucluse, 3 cœurs brisés trouvent enfin le chemin de la guérison. Non pas par l'oubli ou la vengeance, mais par la vérité, le pardon et l'amour qui transforment tout. Épilogue. 2 ans plus tard. Le domaine viticole de Bordeaux renaît de ses cendres dans la lumière dorée d'un automne 1852. Les vignes se parent de couleurs cuivrées, et l'air embaume le raisin mûr et les feux de bois des chais où fermente le nouveau millésime. Margot, devenue Madame Henri Montclair, surveille depuis la terrasse du château les dernières vendanges. Ses cheveux bruns sont relevés en un chignon sage, mais ses yeux pétillent de bonheur quand elle voit Jules, maintenant âgé de 10 ans, aider les vendangeurs avec son sérieux habituel. Émile, 8 ans, court entre les rangs de vignes en riant, poursuivi par les chiens du domaine. Henri remonte de la cave, les manches retroussées, les mains tachées par le jus des grappes. Il a retrouvé sa prestance d'autrefois, mais son regard s'est adouci. L'amour de Margot et l'affection des enfants ont effacé les rides de colère et de solitude. « Laurent arrive de Marseille ce soir », annonce-t-il en embrassant sa femme. « Il a trouvé de nouveaux débouchés pour nos vins. Laurent travaille maintenant comme représentant commercial du domaine. Il voyage beaucoup, ce qui lui convient.
Il a besoin de mouvement pour apaiser ses démons intérieurs. Mais il revient toujours, fidèle au rendez-vous, pour voir grandir ses fils et partager les dimanches en famille. Jules a gardé sa passion pour le travail du bois. Il sculpte maintenant de magnifiques tonneaux miniatures qu'Henri offre aux clients du domaine. Émile montre des dispositions pour la musique. Il joue de l'harmonica que lui a offert Baptiste, qui vient parfois donner des nouvelles de la caravane. Car les autres membres de leur ancienne famille nomade ne sont pas oubliés. Rosalie s'est installée à Bordeaux comme couturière attitrée des dames de la bourgeoisie locale. Augustin a ouvert un atelier de menuiserie dans le village. Céleste voyage toujours, mais s'arrête régulièrement au domaine pour renouveler ses provisions d'herbes médicinales et raconter ses aventures. « Regarde », dit Henri en tendant une lettre à Margot. « Baptiste nous écrit d'Italie. Il a monté un spectacle avec des artistes de rue de Naples. Il nous invite à venir le voir, elle, été prochain. Nous irons, décide Margot. Et les enfants adoreraient revoir le vieux Baptiste. Le soir tombe sur les vignobles de Bordeaux. La famille se rassemble pour le dîner dans la grande cuisine du château. Henri et Margot, Jules et Émile, et Laurent qui vient d'arriver, les bras chargés de cadeaux et d'histoires de voyage. Ils parlent des vendanges, des projets pour le domaine, des lettres reçues des amis dispersés. Jules raconte ses progrès en menuiserie, Émile joue un air d'harmonica qu'il vient d'apprendre. Laurent évoque ses négociations avec les marchands de vins parisiens, Henri explique les améliorations qu'il veut apporter au chai. Margot les écoute en silence, un sourire paisible aux lèvres. Cette famille recomposée, née de la douleur et de la trahison, a trouvé son équilibre dans l'amour et le pardon. Les enfants ont un père et un oncle qui les adorent, un toit solide, un avenir serein. Henri a retrouvé ses biens et gagné une épouse qu'il aime. Laurent a trouvé sa rédemption dans le travail et le service. Et elle a trouvé sa place. Plus institutrice, plus femme abandonnée, mais épouse aimée, mère accomplie, maîtresse de maison respectée. Le petit ruban de lin brodé, elle aime. Est désormais rangé dans un tiroir avec d'autres souvenirs d'un passé révolu. Elle porte maintenant une alliance d'or qui brille dans la lumière des chandelles. Quand les enfants montent se coucher, Laurent aide Henri à fermer les volets, tandis que Margot range la cuisine. Les gestes du quotidien, simples et précieux, qui tissent la trame d'une vie heureuse. « Merci », dit soudain Laurent à son frère. « De quoi ? De m'avoir pardonné, de m'avoir permis de rester dans leur vie. » Henri pose sa main sur l'épaule de Laurent. « Nous sommes une famille, maintenant, une vraie famille, avec nos blessures cicatrisées et nos bonheurs partagés. » Margot les rejoint et contemple ces deux hommes qui se sont retrouvés après tant de souffrances. Dans la grande cuisine bordelaise, elle revoit soudain la bergerie provençale où tout a commencé à se réconcilier, la cave secrète où la vérité a éclaté, les routes poussiéreuses où elle marchait désespérée avec ses enfants. Comme la vie est étrange, pense-t-elle, comme les chemins de la Providence sont imprévisibles. Elle qui avait tout perdu sur une route de Provence a tout retrouvé, et plus encore dans ces vignobles de Bordeaux. L'amour, la famille, l'espoir, tout cela valait bien quelques détours par les sentiers de la souffrance. Car maintenant, enfin, ils sont tous rentrés à la maison. For un message final et appel à l'action. Cette histoire de Margot, Henri et Laurent nous rappellent que les plus grandes épreuves peuvent mener au plus beau recommencement. Que l'amour et le pardon sont plus forts que la trahison et l'abandon. Que les familles ne se définissent pas toujours par le sang, mais par les liens du cœur. Dans nos vies modernes, nous aussi nous connaissons des abandons, des trahisons, des moments où tout semble perdu. Mais comme Margot sur sa route provençale, nous pouvons toujours choisir la dignité plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le désespoir. Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous vécu des moments où vous avez dû tout reconstruire? Comment avez-vous trouvé la force de pardonner? Quelle leçon cette histoire de la Provence vous inspire-t-elle? Partagez cette histoire avec ceux qui traversent des épreuves difficiles. Parfois, une belle histoire peut redonner courage et espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la force de l'âme humaine et la beauté des recommencements. Car comme le dit un proverbe provençal, après la pluie, le beau temps. Après les larmes, la joie.